La reprise immédiate de l'aide des États-Unis à l'Ukraine. Allons retrouver tout de suite Élise Phillips qui suit ses pourparlers à Jeddah et on la retrouvera dans un tout petit instant. Général, là, quand je dis l'histoire s'écrite en direct, on était assez loin d'imaginer qu'à si court terme, les États-Unis étaient susceptibles de rétablir cette aide militaire. On n'a pas encore exactement de détails, alors qu'à l'instant, une autre information nous parvient. Washington et Kiev vont conclure un accord sur les minerais dès que possible. Ce qui apparaît donc comme l'élément de contrepartie, accord sur les minerais, qui permet donc un rétablissement de l'aide américaine à l'Ukraine. Accord sur les minerais, on s'est beaucoup exprimé sur la question. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de redonner des yeux et des oreilles à l'Ukraine. Ça, c'est absolument fondamental. Et ensuite, de relancer, au-delà des yeux et des oreilles, de relancer les équipements et les munitions dont a besoin l'Ukraine pour se défendre. Si ces deux aspects sont remplis par l'aide américaine, plus toute l'aide européenne que l'on oublie toujours de mentionner parce que nous nous voyons toujours beaucoup plus petits. Heureusement, Claude Maluret est à côté de nous, mais nous nous voyons toujours beaucoup plus petits que nous sommes. La vérité, c'est que nous sommes des grandes puissances. Pour la France, encore une grande puissance stratégique, et que la journée d'aujourd'hui à Paris en témoigne et le montre. Et donc, si nous poursuivons cette aide à l'Ukraine et que les États-Unis, pour des raisons d'intérêt qui leur sont propres, décident de reprendre le flux et de redonner des yeux et des oreilles, il me semble que le signal est un signal impérieux vis-à-vis de la Russie de Poutine. Un signal impérieux. Et je crois que ce bras de fer qui aujourd'hui se déroule devant nos yeux, dont nous n'avons pas tous les tenants et les aboutissants, il y a certainement beaucoup de clauses dans ces négociations qui sont des clauses encore inconnues, que nous découvrirons peut-être au fur et à mesure, mais peuvent nous donner un peu d'espoir et nous dire que la fin de l'histoire n'est pas encore écrite. Et nous avons encore de très belles pages à écrire. Et c'est important ce que vous dites sur l'aide américaine, puisque on a parlé ces derniers jours d'aide qui marchait sur deux jambes et qui avait été suspendue. Il y avait non seulement l'aide militaire, et il y avait sans doute encore plus importante sur le front, le renseignement qui avait été suspendu et qui faisait dire aux troupes ukrainiennes qu'elles étaient au fond dans le noir, notamment quand il s'agissait d'essayer de voir les manœuvres qui avaient lieu du côté de la frontière russe. Ça veut dire, Claude Maluret, que la scène qui a stupéfié le monde entier dans le bureau ovale entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, qui devait à ce moment-là signer l'accord sur les minerais, ça veut dire que cette scène-là, au fond, il y a une sorte de... On est en train d'essayer de recoller les morceaux après cette scène. Je dirais, ça c'est du Trump. Vous allez avoir ça pendant encore des semaines. C'est du Trump. Une prise de bec dans le bureau ovale, une humiliation. Quelque temps plus tard à Riyad, un accord sur les minerais et puis sur d'autres choses éventuellement. Demain, autre chose. Et Trump a toujours fonctionné comme ça. Et par conséquent, vous avez raison de dire, attendons de voir un certain nombre de choses. Troisièmement, Trump agit de cette façon-là partout. Aujourd'hui, qui peut savoir ce qui va se passer aux États-Unis même? Les réactions depuis le bureau ovale, il n'y a pas eu que le bureau ovale, mais c'est déjà un certain nombre d'Américains, y compris beaucoup qui avaient voté pour Trump, s'aperçoivent qu'ils sont en train d'avoir fait une erreur. La bourse est en train de se casser la figure, et Dieu sait qu'aux États-Unis, c'est fondamental. Ces sondages sont en train de baisser. Il est fort possible que dans 8 jours, Trump prenne une position complètement différente. Évidemment, je ne me fais pas d'illusions. Il a une vision globale. Priorité au direct, on écoute Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Oui, tout ce processus a consisté à terminer cette guerre, une guerre sanglante, et il faut en finir avec cette guerre, une fois pour toutes. Aujourd'hui, nous avons fait une offre que les Ukrainiens ont acceptée, qui est de demander un cessez-le-feu et de rentrer dans des négociations pour arrêter ce conflit d'une façon qui soit durable et qui prenne en compte leurs intérêts de sécurité. Je voudrais remercier le Royaume d'Arabie Saoudite, Sa Majesté, pour nous avoir accueillis, avoir rendu cela possible. Nous sommes très reconnaissants envers eux. Nous espérons que nous allons donner cette offre aux Russes et nous espérons qu'ils accepteront, qu'ils diront oui à la paix. La balle est dans leur camp. Encore une fois, l'objectif du président, par-dessus tout, est d'en finir avec cette guerre. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Ukraine a pris un pas dans cette direction et j'espère que les Russes en feront autant.
Oui, simplement pour ajouter ce que M. le ministre vient de dire, la délégation ukrainienne a clarifié quelque chose. Il partage la vision du président Trump pour la paix. Il partage sa détermination à en finir avec les combats, avec les massacres, avec ce carnage qui se produit sur la ligne de front en Ukraine. Ensuite, ils ont pris des pas concrets, ils ont fait des propositions concrètes, ils n'ont pas fait qu'accepter notre proposition pour un cessez-le-feu plein et entier. Vous pourrez voir les détails qui sont dans notre déclaration commune que nous avons publiée ensemble, mais nous sommes également allés dans des détails sur la façon dont cette guerre doit s'arrêter une fois pour toutes, sur le type de garantie qu'ils auront pour leur sécurité à long terme et pour leur prospérité. Mais aussi nous intéresser à ce qu'il faudra faire pour finalement en finir avec ces combats horribles. Je voulais également clarifier un autre point. Le président Trump a commencé cet effort diplomatique dans le bureau ovale en parlant aux deux dirigeants, M. Poutine et M. Zelensky, et maintenant, cela continue. Nous avons une délégation de la part des Russes. Il y a également une délégation de la côté des Ukrainiens qui est prête. Je vais parler à mon homologue russe dans les jours à venir. Monsieur le ministre Rubio sera avec les ministres des Affaires étrangères du G7 dans les prochains jours. Le secrétaire général de l'OTAN sera reçu à la Maison-Blanche jeudi. Et nous allons poursuivre cet effort. Le résultat de tout cela, je crois que c'est le résultat donc le président a décidé d'en finir avec la pause de notre assistance en termes de sécurité vis-à-vis de l'Ukraine. Et ça se fait dès maintenant. Donc, des questions de CNN. Donc, par propos du cessez-le-feu, était-ce une proposition ukrainienne et comment est-ce devenu ensuite une proposition américaine pour un cessez-le-feu de 30 jours immédiat? Vous parlez d'un cessez-le-feu plein et entier sur la ligne de front, pas seulement là où les Ukrainiens l'avaient proposé. Et comment allez-vous vous y prendre pour fournir cette proposition à la Russie? Est-ce que c'est M. Trump qui va appeler M. Poutine? Comment ça va se faire? Oui, alors, pour répondre à votre question, nous voulons finir, bien sûr, avec les combats. La seule façon d'en finir, c'est de négocier. Il n'y a pas de solution militaire à cette guerre. La seule façon d'atteindre l'objectif de paix du président, c'est de négocier. Mais avant de négocier, il faut arrêter de se tirer dessus. Et c'est ce que le président voulait. Et voilà l'engagement que nous avons reçu du côté ukrainien. Ils y sont prêts. Bien sûr, nous allons en parler aux Russes maintenant. Nous allons utiliser différents canaux pour leur transmettre cette proposition, notamment les canaux diplomatiques et d'autres méthodes aussi. Notre espoir, c'est que les Russes vont accepter, qu'ils seront également d'accord. Ainsi, les tirs cesseront, les morts cesseront et les pourparlers pourront commencer sur la façon d'en finir de façon durable avec cette guerre. Regardez, il y a eu de nombreuses discussions, notamment différents types de cessez-le-feu ont été évoqués. Il y avait l'accord notamment sur les céréales il y a quelques années. Il y a eu la pause sur les attaques aériennes, sur les infrastructures. Le président, lui, a été très clair à ce sujet. Tous les combats doivent cesser. Et les Ukrainiens sont d'accord, ils sont prêts à la paix. Et maintenant, nous allons proposer cela aux Russes. Maintenant, une question de CBS. Est-ce que vous attendez à des gestes de la part de la Russie? Est-ce que vous avez une deadline en tête?
On va leur faire cette proposition. Voilà la proposition. L'Ukraine est prête à cesser les combats et il leur reviendra de dire oui ou non. J'espère qu'ils seront d'accord et nous aurons alors fait d'importants progrès. Et s'ils disent non, eh bien, c'est eux qui s'opposeront à la paix dans ce cas-là. Mais vous le savez, le président veut que les combats s'arrêtent. Il veut qu'il n'y ait plus tous ces horribles morts. Et il croit que la seule façon d'en finir avec cette guerre, c'est de négocier. Et bien sûr, il est toujours plus facile de négocier lorsque les gens arrêtent de se tirer dessus. C'est ce que le président croit profondément. Et les Ukrainiens y sont prêts de façon immédiate et j'espère que les Russes aussi. Alors en termes de date butoir, on espère que ça va se faire le plus tôt possible. Vous savez, chaque jour il y a des gens qui meurent et chaque jour il y a des bombardements des deux côtés. Le président voulait que cette guerre se termine hier. Le président veut la paix et donc nous voulons que cela se traduise en réalité le plus vite possible. Nous espérons que les Russes vont accepter pour pouvoir passer à la deuxième phase, des vraies négociations, pas des dialogues incessants, mais des vraies négociations pour en finir avec ce conflit d'une façon acceptable pour les deux parties au conflit et que cela assure la stabilité et la sécurité de l'Ukraine à long terme. Et est-ce qu'on vous avez parlé également du retour des enfants qui ont été kidnappés? Oui, on a parlé de nombreux sujets. Les prisonniers. Mais vous savez, les combats doivent cesser. On s'est mis d'accord là-dessus aujourd'hui. Rendez-vous compte, avant on se demandait si la guerre allait se terminer, maintenant on se demande quand elle va se terminer. Et ça, c'est grâce au président Trump. Tout a changé. Nous avions la délégation ukrainienne aujourd'hui, nous avons eu des discussions avec nos homologues russes et maintenant nous voulons savoir comment la guerre va se terminer. Pour en revenir à votre question, l'objectif, c'est la paix. C'est l'objectif du président. Le meilleur geste que les Russes puissent faire, c'est de dire oui. C'est d'accepter l'offre faite par les Ukrainiens, d'en finir avec les échanges de tirs et de se mettre à la table de négociation. C'est le meilleur geste qu'ils puissent faire. Bien sûr, ça fait partie des négociations et il y aura beaucoup de sujets, et notamment les préoccupations humanitaires, les enfants, les prisonniers de guerre. Tous ces sujets qui malheureusement vont de pair avec les conflits. Mais nous espérons que les Russes vont répondre oui à cette offre. Reuters. Pourriez-vous clarifier le type d'assistance sécuritaire vont être fournis et pourquoi est-ce que pouvez-nous parler également de l'accord sur les minerais? Est-ce que vous soutenez M. Zelensky? Alors, je vais répondre. Ensuite, mon collègue répondra à une des questions. Alors, sur les accords sur les minerais. Ça a été négocié, notamment avec les ministres du Commerce, et les deux présidents vont essayer de permettre que cet accord soit signé, ratifié. Donc, ce n'était pas aujourd'hui le sujet des pourparlers. Je l'ai dit quand je suis arrivé, nous étions ici pour la paix. Ça ne veut pas dire que l'accord de minerais n'est pas très important, il l'est. Mais dans le communiqué que nous avons publié, nous avons dit que les deux présidents vont donner les instructions pour signer cet accord. Ensuite, sur l'assistance sécuritaire, vous avez une autre question? Alors, oui, nous espérons que la paix est de retour. On n'est pas en train de parler de qui aime qui ici. Ce n'est pas Gossip Girl ou une autre série télévisée. Aujourd'hui, des gens vont mourir sur la ligne de front. Et demain, il y aura aussi des morts s'il n'y a pas cessé de feu. Et le président veut que tout ça s'arrête. Voilà pourquoi nous sommes ici. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants envers l'Arabie Saoudite. Et il y a un engagement des Ukrainiens à arrêter les combats. Ils sont prêts à arrêter les combats et nous espérons que cela puisse amener la paix. Alors, sur la sécurité. Bien sûr, je le dis, M. Trump est le président de la paix et il est prêt à être dur avec toutes les parties au conflit. En termes d'assistance sécuritaire, c'est l'autorité du président, donc c'est le ministre de la Défense qui pourra vous dire les détails, mais nous allons
recommencer à fournir l'assistance qui était déjà là. Je vous remercie. Merci pour Voilà, votre vous venez patience. d'entendre le point presse du secrétaire d'État Marco Rubio et du conseiller de sécurité nationale des États-Unis Mike Waltz. La balle est dans le camp de la Russie. Voilà ce que vient de dire le secrétaire d'État après cette annonce. Washington qui va lever immédiatement la suspension de l'aide américaine à l'Ukraine, et l'Ukraine qui soutient la proposition américaine d'un cessez-le-feu de 30 jours avec un accord sur la question des minerais qui devrait arriver dès que possible. Mike Waltz, celui que vous voyez il y a quelques instants à la droite de l'écran, qui par ailleurs va s'entretenir avec la Russie sur cette proposition de cessez-le-feu. Pour bien comprendre ce qui est en train de se jouer, ce qui est absolument majeur, Elsa Vidal, Oui. on assiste à une inversion stupéfiante. C'est cela. On s'est quitté il y a une dizaine de jours sur un Volodymyr Zelensky quittant la Maison-Blanche parce que précisément il n'y avait pas d'accord possible, que Donald Trump considérait que Volodymyr Zelensky était un obstacle à la paix. Et là, on a désormais Marco Rubio, secrétaire d'État, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, qui dit la balle est dans le camp de la Russie. C'est-à-dire que maintenant, au fond, celui qui est, presque pointé du doigt, en tout cas celui qui doit maintenant donner des gages, c'est Vladimir Poutine. En tout cas, celui qui devra répondre de sa volonté de continuer les combats si jamais il n'accepte pas la proposition qui lui sera apportée par Washington, ce sera le Kremlin et Vladimir Poutine, si c'est lui qui prend la main sur ce dossier. Il y a quand même des négociateurs qui ont été nommés. Ouais. En principe, c'est pas lui qui sera directement à la manœuvre. Donc oui, belle inversion de la charge de la preuve, en quelque sorte, de la part à la fois de l'Ukraine, qui a su remonter le courant de la négociation américaine, encouragée en cela par les alliés européens qui ne voulaient pas voir s'arrêter la négociation. Bonne impulsion. Maintenant, de mon expérience, les Russes vont probablement dire oui en posant d'autres conditions sur le cessez-le-feu. Pour la paix, en revanche, le Kremlin a fait entendre à de nombreuses Vous pensez que la répétitions. Russie va dire oui au cessez-le-feu et que probable. donc on va avoir un arrêt des combats pendant 30 jours? C'est probable. En tout cas, ce serait très difficile à justifier de ne pas le faire. Ouais. Honnêtement, moi je ne connais pas les arguments dont dispose à l'heure actuelle Donald Trump dans ce deal. Mais la Russie a tout intérêt, et c'est ce que l'histoire nous enseigne, à accepter le cessez-le-feu et à empêcher la paix par différents moyens. C'est ce qu'elle a fait en Géorgie en 2008. Il y avait une pression américaine aussi, doublée de la pression française comme intermédiaire. Et on a une situation qui est bloquée sur le terrain, qui n'a pas évolué. C'est ce qu'on appelle les conflits gelés. Et c'est plutôt la recette qui a la préférence à Moscou. Claude Maluret, vous qui avez été si sévère avec l'administration américaine dans ce fameux discours, en comparant Donald Trump à l'empereur Néron, est-ce que là vous êtes au fond, je n'ose dire rassuré, mais du moins quelques signes d'optimisme vis-à-vis du comportement de l'administration américaine? Écoutez, moi, je voudrais que je sois rassuré le jour où les choses avanceront. Parce que pour le moment, ce qu'on voit ce soir, c'est effectivement une première phase avec les Ukrainiens. Encore une fois, comme vous le dites, il faudrait regarder les conditions exactes des accords, et notamment des accords miniers. Mais je suis frappé en écoutant Rubio, ce pauvre Rubio au passage, qui détestait Trump, qui a été obligé de s'aligner sur lui, qui était totalement pro-russe et qui est obligé de tenir totalement anti-russe, pardon, et qui est obligé maintenant de suivre Trump. Mais je pense qu'il va falloir attendre encore quelques temps. Je suis frappé de voir. On a l'impression à les écouter, Wass et Rubio, que rien n'a commencé à être dealé avec les Russes. Que d'un seul coup, on a fait ce point, et qu'on n'est pas du tout certain. Je pense comme vous, j'aurais plutôt tendance à penser que Poutine, mais attendons la fin, qu'il a plutôt tendance à court terme à accepter, quitte à trouver des violations du cessez-le-feu, etc., et de repartir. C'est comme ça que ça se passe. Vous parliez de la Géorgie, c'est comme ça que ça se passe en Abrasie, etc. Donc attendons la fin. Mais si demain Poutine accepte ce cessez-le-feu, vu la situation actuellement sur le front et tout, je pense que c'est une première seulement bonne nouvelle pour l'Ukraine. Je ne suis pas sûr que ça aille beaucoup plus loin. Je n'imagine pas Poutine accepter de s'en tenir aujourd'hui à la ligne de front.
Ça me paraît, ne serait-ce que parce qu'en Russie, toute sa propagande vis-à-vis de son propre peuple fait qu'aujourd'hui les Russes sont tous dans une position d'ultranationalisme et que ne pas aller jusqu'aux limites du Donbass, du Donetsk, etc., ce serait considéré probablement comme un recul par les Russes. Donc ça sera beaucoup plus compliqué que ça. Mais je suis tout à fait prêt demain, de la même façon que j'ai critiqué Trump aujourd'hui, de façon pas seulement sur l'Ukraine. Regardez la bourse américaine, Absolument. regardez la guerre avec le Canada qui devient folle, enfin la guerre des mots et des tarifs. Je suis tout à fait prêt à dire demain, si par hasard ça marche, qu'il a eu raison. Mais j'attends de voir. Alors que l'on voit sur ces images en ce moment même la réaction en direct des négociateurs ukrainiens, notamment l'un des plus proches conseillers de Volodymyr Zelensky, Andrei Yermak. Allons justement à Jeddah retrouver notre envoyé spécial Élise Phillips. Élise, vous avez suivi pour BFM TV ces pourparlers qui ont duré plus de 8 heures avec cette annonce choc à l'issue de ces pourparlers. Washington qui va rétablir l'aide à l'Ukraine et donc cette proposition de cessez-le-feu de 30 jours qui est soutenue par les Ukrainiens. Oui, et c'était les 2 points les plus cruciaux, les plus importants qui ont été discutés toute la journée. Et il y a donc cette déclaration commune qui a été présentée il y a 30 minutes maintenant. On nous avait parlé de la possibilité d'une déclaration dans la journée, mais plus on avançait, plus on en doutait. Et effectivement, après plus de 9 heures de négociations, eh bien, les Américains et les Ukrainiens se sont accordés pour diffuser cette déclaration. Et parmi ces points cruciaux, il y a donc ce cessez-le-feu de 30 jours qui pourrait être appliqué. Les Ukrainiens sont d'accord avec la proposition américaine. Il va falloir maintenant que les Russes l'acceptent aussi. Et puis il y a cette question de l'aide américaine qui va être rétablie immédiatement. On s'en souvient, elle a été stoppée brutalement par Donald Trump il y a quelques jours. Eh bien, l'aide américaine militaire et au renseignement va être rétablie dans les prochains jours. En tout cas, très très prochainement. Ce sont 2 points cruciaux qui ont été décidés cet après-midi. On attendait encore une fois cette déclaration. Et actuellement, avec Elliott Frankom, nous sommes en train d'attendre une potentielle prise de parole de la délégation ukrainienne. Nous sommes devant ces bureaux qui ont abrité ces négociations toute la journée. On attend de voir si la délégation ukrainienne va prendre la parole, comme l'a fait Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, il y a quelques minutes, parce que pour la délégation ukrainienne, c'est une victoire. Elle est venue ici en Arabie Saoudite pour négocier des points très importants et elle repart donc avec cette déclaration commune qui était espérée par la délégation ukrainienne tout au long de cette journée. Élise Phillips en direct de Jeddah avec Elliott Frankom pour continuer d'analyser, de comprendre ce qui vient d'être conclu en Arabie Saoudite à l'issue de ces pourparlers entre les États-Unis et l'Ukraine. J'accueille sur ce plateau Thierry Breton, bonsoir. Et on va écouter tout de suite, pardonnez-moi Thierry Breton, le conseiller de Volodymyr Zelensky, Andrei Yermak. La paix ou non? Ils ont commencé cette guerre. On va voir s'ils veulent la finir. Voilà la position de l'Ukraine. Nous étions très clairs sur ce sujet. Et c'est important que les gens dans le monde comprennent cela. Cette guerre a créé de multiples crises. Ça a des conséquences sur le monde entier. Il est important que le monde entier comprenne qui veut la paix. Йтиметься про відновлення усієї допомоги, яка була заморожена, яка була проголосована ще Конгресом 24-го року. Вона була на паузі. Пауза знята. Продовжується. Так. Voilà, vous venez d'entendre Andrei Yermak, le chef de cabinet du président ukrainien, prendre la parole à l'issue de ces pourparlers et donc de la reprise immédiate de l'aide des États-Unis à l'égard de l'Ukraine. J'étais en train de vous présenter Thierry Breton. Bonsoir, ancien commissaire européen au marché intérieur, ancien ministre de l'économie. Claude Malhuret est toujours avec nous. Bonsoir, Kétévan Gorgestani, éditorialiste affaires internationales France 24, ancienne correspondante à Washington. Ulysse Gosset est avec nous et j'accueille Bertrand Besancenot. Bonsoir, merci d'être avec nous. Ancien ambassadeur de France en Arabie Saoudite, vous nous direz pourquoi ces négociations et pourquoi tout s'est passé ici à Jeddah. Je commence avec vous Thierry Breton sur ce qui était évoqué il y a un instant avec Elsa Vidal, ce sentiment d'une sorte de stupéfiante inversion avec désormais une administration américaine qui dit la balle est dans le camp de la Russie. Est-ce qu'il faut croire à ce semblant d'accord entre les États-Unis et l'Ukraine ou est-ce qu'il faut rester extrêmement prudent quand on se souvient de cette scène dans le bureau ovale entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump? Ou alors est-ce que c'est vraiment, un bon point vers la paix et vers la résolution du conflit? Benjamin Duhamel, il faut que nous, Européens, nous fassions, dans cette situation assez extraordinaire,
au sens propre du terme, ce que nous avons à faire. Et ce que nous avons à faire, c'est désormais de discuter entre nous de l'architecture de sécurité qui conviendra de mettre en place lorsque précisément ce que nous appelons tous de nos voeux, un accord de cessez-le-feu, viendra. Donc, en même temps que ces discussions ont lieu à Jeddah, et il faut évidemment se féliciter qu'au fond, que la page de cet événement un peu surréaliste et, M. Mallory, on va dire planétaire, qui s'est produit dans le bureau ovale, visiblement, cette page est désormais tournée. Les contritions ont été faites là où elles devaient être faites. L'accord, les premières prémices de l'accord sur les minerais rares semble être maintenant en passe d'être, en tout cas, peut-être un peu normalisé, voire peut-être signé, on verra. Mais ce qui est important, c'est que pour nous, en ce moment, et du reste, au moment où nous parlons, il y a effectivement une réunion de l'ensemble des chefs d'état-major de l'Europe élargie. Parce que bien entendu, il y a les 27, mais on sait bien que toute cette architecture de sécurité, il faut maintenant la concevoir donc de façon beaucoup plus large sur le continent européen, voire une coalition des volontaires qui pourrait même dépasser le continent. Ils sont en train de discuter, de voir comment tout ça va s'organiser. Donc on verra bien comment les choses vont se dérouler. Bien sûr que tout le monde souhaite qu'il y ait un cessez-le-feu, c'est une évidence, mais on sait que ce ne sera qu'une étape et que cette étape pourra être solide et être suivie d'une seconde si jamais, de notre côté, nous prenons nos responsabilités et nous démontrons que nous sommes capables de les assumer, et c'est ce qui est en train de se passer. Ulysse Gosset, quelle peut être la réaction de la Russie ? Jusque-là, Vladimir Poutine, au fond, profitait d'une situation où les projecteurs étaient braqués sur le conflit, la confrontation entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Désormais, on les voit signer une déclaration commune. Quelle peut être la réaction de Moscou ? Ce soir, il y a un acquis majeur, c'est que Donald Trump a donné son feu vert pour reprendre l'assistance de sécurité et d'aide à l'Ukraine. Ça veut dire que les satellites américains vont de nouveau donner les informations essentielles à l'armée ukrainienne pour empêcher la Russie de continuer à bombarder sans dommage. Ça, c'est vital pour l'Ukraine. Donc, je pense que c'est l'acquis absolument majeur. Le reste suivra probablement, mais avec des incertitudes. Le revirement majeur, c'est que ça y est, Washington reprend son aide à l'Ukraine. Et je pense que dans toute l'Ukraine ce soir, ça doit être un soulagement majeur parce que, effectivement, les bombardements des derniers jours montraient que Poutine accélérait vraiment la destruction de l'Ukraine. Premièrement. Deuxièmement, Poutine, il est face maintenant à une décision radicale. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il attendait de voir ce qui se passait. Et il se frottait les mains, en particulier après la séance du bureau ovale et l'humiliation de Zelensky. Aujourd'hui, l'Ukraine dit urbi et orbi, sous les auspices de l'Arabie Saoudite, nous sommes prêts à immédiatement commencer des négociations avec la Russie. Donc, effectivement, c'est à Moscou de répondre et de dire si oui ou non, il peut y avoir un dialogue. Alors, on ne va pas aller tout de suite vers cette séquence Russie-Ukraine. Il y aura d'abord une négociation entre les Américains et les Russes. Et c'est à l'issue de ce deuxième round que l'on saura si on peut aller sur le troisième round, c'est-à-dire les négociations entre les délégations russes et ukrainiennes. Et puis ensuite, le trophée, si j'ose dire, que Trump attend, c'est-à-dire le sommet Poutine-Trump en Arabie Saoudite, probablement. Juste avant de continuer à en parler, je voudrais qu'on aille retrouver Igor Saïri, notre envoyé spécial à Kiev, pour entendre, pour comprendre la réaction des Ukrainiens à l'issue de la percée de ces pourparlers. Igor Saïri, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a réagi à cette déclaration commune États-Unis-Ukraine. Oui, le premier d'entre eux, effectivement, Volodymyr Zelensky, qui a déclaré être satisfait de voir les États-Unis comprendre les arguments de l'Ukraine, accepter ses propositions. Et d'ailleurs, un clin d'œil à la séquence du bureau ovale, il a tenu à remercier particulièrement Donald Trump pour ça. Il a aussi précisé autre chose, et ça va être crucial dans les prochains jours. Il a dit: maintenant, la balle est dans le camp de Vladimir Poutine. Il va falloir maintenant que la Russie se positionne, accepte ou pas la paix, ou du moins cette trêve de 30 jours, de dire toute la vérité. Il a également remercié tous les Ukrainiens, parce que vous savez, tous les gens que nous avons rencontrés avec Marjorie Marcillac, tous nous ont dit qu'ils veulent la paix le plus vite possible. Il y a une chape de plomb qui est au-dessus des épaules de tous les Ukrainiens aujourd'hui, mais pas n'importe quelle paix. Et d'ailleurs, petite remarque, il y a 5 minutes, un missile balistique a explosé au niveau de la ville d'Odessa. Il y a 5 minutes à peine. Vous le voyez, rien n'est encore fait. Cette paix est encore
encore loin pour une partie des Ukrainiens. Igor Saïri en direct de Kiev avec Marjorie Marcillac. Ketevan Gorgestani, je rappelle, vous connaissez bien les États-Unis, vous êtes une ancienne correspondante à Washington. Volodymyr Zelensky qui dit les États-Unis comprennent les arguments de l'Ukraine. Ça démontre quoi? Que Volodymyr Zelensky a réussi à convaincre Donald Trump, ou que tout simplement Donald Trump est d'une versatilité absolue et que, variant selon ses intérêts, il a changé d'avis du tout au tout en quelques jours? Peut-être un peu des deux, mais je pense que les Ukrainiens ont très bien compris et le message était clair venant de la Maison-Blanche et des Américains, que ce soit Donald Trump ou Rubio ou Mike Waltz, que le message c'est à l'Ukraine de nous prouver qu'ils veulent vraiment la paix. C'était ça le message quand ils sont arrivés en Arabie Saoudite, et ils voulaient, et Marco Rubio l'a dit en arrivant en Arabie Saoudite, on veut écouter les Ukrainiens et on veut entendre ce qu'ils nous ont à nous dire pour nous convaincre qu'ils veulent vraiment la paix. Il semblerait que les Ukrainiens ont réussi ce pari, qui est de convaincre les Américains qu'ils veulent vraiment la paix, puisqu'ils ont accepté ce cessez-le-feu dans les contours qui ont été présentés par les Américains. Et quand Marco Rubio dit la balle est maintenant dans le camp des Russes, c'est aussi là-dessus. C'est que la question maintenant, elle se détourne sur les Russes. Prouvez-nous maintenant que vous êtes vraiment prêts à faire la paix, puisque pour l'instant, la pression américaine, elle était sur les Ukrainiens. Ils attendaient d'abord, et d'ailleurs, ils ont été beaucoup critiqués là-dessus, qui était de dire, en fait, vous demandez tout ça aux Ukrainiens et vous n'en demandez pas tant aux Russes. Et moi, je trouve que ce qui va être intéressant dans la négociation Mike Waltz avec les Russes, ça va être de voir comment vont réagir les Américains si, et c'est probable peut-être, les Russes n'acceptent pas tout de suite. Alors que jusque-là, Donald Trump s'est toujours, vanté de pouvoir convaincre Vladimir Poutine. Exactement, mais s'il est mis à défaut sur ce qu'il pensait et que les Russes lui disent « bon, non, on n'est pas trop d'accord », là, on va voir si Donald Trump se fâche parce qu'il n'aime pas trop qu'on lui dise non, ou si, effectivement, c'est une grosse réussite et on va aller de l'avant pour une troisième étape. Je vous donne la parole dans un instant, Bertrand Besançon. Juste avant, avec vous, Thierry Breton, puisque vous évoquiez cette réunion d'Emmanuel Macron avec les 30 chefs d'état-major de pays alliés. L'Élysée qui fait savoir qu'Emmanuel Macron a appelé les armées d'une trentaine de pays à passer à la planification des garanties de sécurité. Voilà. Ce qui est, de fait, absent de ces discussions. Rappelons ce qu'on entend par garantie de sécurité. Dans le cadre d'un éventuel cessez-le-feu, la possibilité que les Américains soutiennent l'envoi de troupes européennes pour maintenir ce cessez-le-feu. Là-dessus, pas d'informations. Donc là encore, tout à l'heure, vous faisiez preuve d'une forme de, pas de pessimisme, mais du moins de de pragmatisme. Voilà, de pragmatisme. Ce point-là est très loin d'être réglé. Oui, mais ça fait partie de l'ensemble des garanties de sécurité. Et donc, sincèrement, c'est très symbolique que ces deux événements se passent en même temps. Alors bien sûr, celui qui va avoir le plus de retentissement pour l'instant, puisqu'on est quand même évidemment sous l'œil des caméras, c'est ce qui se passe en ce moment en Arabie Saoudite. Vous avez raison derrière, on va voir ce qui va se passer à Moscou. Mais pour nous, je le redis, ce qui est très important, c'est qu'on continue à faire ce que nous avons à faire, y compris par parenthèse, le moment venu, à faire partie aussi de la négociation. Je rappelle quand même que nous sommes le premier soutien, le premier donateur. Ça se passe sur notre continent. Donc évidemment, il y a le moment va venir où nous allons évidemment, nous aussi, devoir être assis à la table des négociations, en particulier pour apporter ce qui est en train de se discuter aujourd'hui à l'Élysée. Il faut également continuer ce que nous avons commencé à initier, et notamment cette logique absolument indispensable d'augmentation très significative de nos capacités de production militaire en Europe, industrielle. C'est absolument essentiel. Il faut accélérer. Il y a un premier pas qui a été lancé la semaine dernière à l'occasion du Conseil européen. C'est un tout premier pas. Il faut maintenant le concrétiser, aller très vite. Donc voilà, nous, il faut vraiment, et je le dis de façon très claire, il faut qu'on continue à avancer sur ce que nous avons à faire. Et puis j'ajoute un dernier point par rapport à ce qu'a dit Louis Gosset, qui est très important effectivement en ce qui concerne la réouverture, mais je vais rajouter une petite dimension si vous le permettez, c'est le fait que les États-Unis, dans ce moment-là, ont perdu un crédit sur la planète qui est absolument considérable, partout, parce qu'évidemment, tout ce qui s'est passé au cours des 15 derniers jours a été vécu pour beaucoup des pays, voire pour tous les pays qui, je disais, faisaient partie de l'architecture de sécurité bâtie après-guerre, comme une trahison. Et je reviens d'Asie du Sud-Est, je peux en porter témoignage, que ce soit en Corée du Sud, que ce soit au Japon, que ce soit aux Philippines, que ce soit en Malaisie, je peux vous dire que tous sont en train de se dire maintenant, où est le plan B? Donc, évidemment,
ça va être vécu comme je dirais un soulagement, mais tous connaissent l'adage qui a trahi, trahira. Donc là aussi, il faut continuer à accélérer, il faut continuer à augmenter, je dirais, les capacités propres de sécurité, tout en maintenant le mieux possible, je dirais, cette architecture, ce parapluie qui a donné quand même, en particulier en Europe, 70 ans de paix, mais la naïveté, c'est terminé. Il y a Ulysse Gosset qui a très envie de vous poser une question. Et je lui donne, je vous donnerai la parole dans un instant. Mais juste avant, je voudrais qu'on me pose une question à Bertrand Besancenot. Je rappelle pour ceux qui nous regardent ce soir que vous êtes ancien ambassadeur de France en Arabie Saoudite. J'ai donc 2 questions à vous poser. La première, votre regard de diplomate sur cette percée dans les pourparlers qui peut apparaître comme une forme de revirement par rapport à ce que l'on a pu voir ces dernières semaines. Et deuxième question aussi, je pense à ceux qui nous regardent ce soir et qui se disent pourquoi tout cela se joue en Arabie Saoudite. D'autres pays étaient possibles. L'Europe, effectivement, qui a soutenu massivement l'Ukraine, est absente de ces négociations. Pourquoi l'Arabie Saoudite ? Tout simplement parce que nous sommes rentrés dans une nouvelle période où nous avions l'habitude que ce soit les pays occidentaux qui tiennent finalement la gestion des affaires internationales. Aujourd'hui, des pays du Sud commencent à jouer leur rôle également. On l'a vu dans d'autres circonstances. Et clairement, l'Arabie Saoudite s'est dit qu'effectivement, le rapprochement américano-russe lui donnait une opportunité précisément de pouvoir jouer un rôle pour apparaître comme étant un faiseur de paix. Bon. Et donc, c'est principalement la raison. Mais cela étant, l'Arabie Saoudite avait déjà commencé à s'impliquer dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Elle avait apporté une aide importante sur le plan humanitaire à l'Ukraine. Elle avait également permis un échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine. Et après tout, elle avait organisé la rencontre de Riyad, qui a finalement initié le processus de dialogue entre Américains et Russes. Bon. Et donc, encore une fois, c'est une opportunité vue par Riyad de ce rapprochement russo-américain qui lui permet d'apparaître comme un faiseur de paix. Et en même temps, elle fait un geste à l'égard de l'Ukraine, puisque en invitant finalement Américains et Ukrainiens, elle permet une reprise de dialogue entre les Américains et les Ukrainiens, ce qui permet d'équilibrer un peu, si vous voulez, le geste. Donc c'est essentiellement ça la raison d'être. Ulysse Gosset, vous vouliez... Je voulais simplement insister sur ce que disait Thierry Breton, sur la planification. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos téléspectateurs ? Aujourd'hui, juste là, vous faites référence à ce que l'Élysée fait savoir sur ce qu'a dit Emmanuel Macron devant les chefs d'état-major. Aujourd'hui, il y a eu quelque chose d'absolument inédit et de remarquable en soi. La réunion de plus de 30 chefs d'état-major, non seulement des pays européens, mais aussi des pays venus de l'Asie, d'où revient Thierry Breton, du Japon, de l'Australie, du Canada. Et Macron dit, ils vont commencer à planifier les garanties de sécurité. Ça veut dire quoi concrètement ? Concrètement, ça veut dire préparer un déploiement d'une force de maintien de la paix en soutien d'un cessez-le-feu, non pas au combat, mais vraiment en arrière, en deuxième ligne, troisième ligne, avec des pays qui sont tous préoccupés par ce que Thierry Breton appelle la trahison de Donald Trump. Et sans aucun doute, ce fait est majeur. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement les Européens qui se mobilisent, c'est comme si, en fait, l'Alliance Atlantique s'était réunie aujourd'hui à Paris sans l'Amérique, qui est Je voudrais ajouter un point, c'est que de l'Alliance. Bien sûr, je n'ai pas d'informations particulières, mais je suis pratiquement certain que des relations avant cette réunion ont eu lieu, certainement, du reste, y compris entre la Maison-Blanche et l'Élysée. Donc il faut voir que cette architecture, je pense qu'elle se fait de façon plus coordonnée qu'on ne le pense. Ketevan Gorgestani, sur ce cessez-le-feu de 30 jours que l'Ukraine soutient. Je rappelle que l'Ukraine défendait l'idée d'un cessez-le-feu, corrigez-moi si je me trompe Ulysse, dans les airs et dans les mers. Et dans les mers, c'est-à-dire excluant la terre. Là, de ce qu'on comprend, c'est un cessez-le-feu intégral, puisqu'il n'y a pas de précision sur les conditions de ce cessez-le-feu. Ça voudrait donc dire que si la Russie acceptait, pendant 30 jours, les combats s'arrêteraient et qu'à ce moment-là, s'engageraient des discussions sur une éventuelle paix. La difficulté étant qu'à ce moment-là, comment peut-on imaginer une seule seconde un accord entre la Russie qui souhaite des gains territoriaux, qui continue de considérer que, au fond, elle mérite souveraineté sur l'Ukraine, et Volodymyr Zelensky qui ne peut pas accepter ce type de conditions? C'est là où et les Américains et les Européens vont jouer un rôle. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans le communiqué, il y a bien écrit que la délégation ukrainienne a répété que les Européens, les partenaires européens devaient faire partie du processus de paix. Donc, eux, ils l'ont bien dit clairement.
les Américains et les Européens, si tant est que Vladimir Poutine accepte ce cessez-le-feu, vont devoir se poser la question de quelles sont les concessions que les uns et les autres sont prêts à faire. Et c'est d'ailleurs le message qu'avait Marco Rubio en arrivant en Arabie Saoudite. Il a dit, là, on écoute les Ukrainiens pour savoir quelles concessions ils sont prêts à faire, quelles sont leurs lignes rouges. Et ensuite, nous allons devoir avoir la même conversation avec les Russes pour savoir quelles sont leurs concessions, quelles sont leurs lignes rouges et voir à quelle distance ils sont. Est-ce qu'ils sont beaucoup trop loin pour pouvoir se mettre d'accord sur un processus de paix, ou est-ce qu'en fait, ils sont peut-être prêts à négocier plus que ce qu'on pensait? Là, il y a un côté un peu très optimiste de Marco Rubio, mais c'est en tout cas le message public des Américains. Là, c'est le côté médiateur. Nous, on va parler aux uns et aux autres, et on va essayer de voir où est-ce qu'ils peuvent potentiellement se mettre d'accord. Après, concrètement, c'est bien qu'ils arrivent. Déjà, s'ils se mettent à parler, les Russes et les Ukrainiens, ça va être déjà une étape incroyable. Après, se mettre d'accord, pour l'instant, tout ce qu'on a vu, c'est des lignes rouges. Mais ce qui est très important ce soir, c'est que c'est vraiment le retour de Zelensky dans la grande négociation qui s'est engagée sous l'impulsion de Trump. Il était quasiment pestiféré, humilié, déjà remplacé dans l'esprit de certains, et en particulier de Poutine très certainement, et même des conseillers de Trump disaient il faut faire sans Zelensky. Là, il est de retour, et donc c'est un fait majeur. Volodymyr Zelensky de retour, et Claude Maluret, Thierry Breton le soulignait, l'Europe qui certes se mobilise à travers cette réunion des chefs d'état-major alliés, mais qui là n'est pas dans la négociation. Il va falloir que l'Europe, entre guillemets, montre ses muscles pour faire valoir sa force dans cette négociation. L'Europe paye aujourd'hui des décennies de désarmement, de ce qu'on appelait les dividendes de la paix, d'avoir voulu se satisfaire du parapluie américain. L'Europe va avoir beaucoup d'abord de contrition à faire et deuxièmement d'actes. Comment dire, la seule chose dont on puisse remercier Poutine et remercier Trump à l'heure actuelle, c'est d'avoir fait cesser le déni des Européens. Pour moi, un des principaux retournements aujourd'hui, outre tous ceux auxquels on est en train d'assister, c'est celui de Merz. Après, un chancelier allemand qui d'un seul coup dit les Français avaient raison et depuis longtemps il faut une stratégie, une autonomie stratégique européenne, c'est fondamental. Et donc s'imposer sur les négociations, ça veut dire aussi, et je rejoins ce que disait Thierry Breton, c'est que la principale garantie de sécurité, c'est pas seulement le point dur demain, ça va être la garantie de sécurité sur place. Poutine ne peut pas l'accepter dans les conditions actuelles et Zelensky ne peut pas accepter une trêve ou une paix sans ces garanties de sécurité. Donc le point dur va être là, il est pas, pour le moment on est sur le cessez-le-feu, mais le point dur va être là dans les semaines qui viennent. Mais au-delà de cette garantie de sécurité sur le terrain, la vraie garantie de sécurité, c'est la remontée en puissance de l'Europe avec une autonomie stratégique. Et c'est ce que vous dites, c'est le pari, ça va durer plusieurs années, ça va durer 5, 10, 15 ans, c'est pas demain la veille, mais si on ne s'engage pas résolument là-dedans, au-delà des paroles, parce qu'on dit on se met dans une économie de guerre et tout, pour le moment, on attend de voir les actes. Et pour l'Europe, c'est ce qui sera fondamental.